Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Théorie géométrique de la diffraction. Euh, comme, euh, comme nous avons déjà traité avant, nous avons vu l'interaction classique de l'interaction avec les rayonnements. Donc, c'était des interactions incohérentes. Et puis, nous avons vu comment réagissait l'atome vis-à-vis d'une interaction. Et nous avons vu que l'atome était capable d'émettre un spectre caractéristique de l'atome qui permet de l'identifier. Aujourd'hui, nous allons traiter un nouveau type d'interaction avec les atomes, et ce sont des interactions dites cohérentes. C'est des interactions qui s'effectuent sans perte d'énergie. Donc, les atomes dans un cristal sont organisés en édifices triplement périodiques. C'est une structure ordonnée, comme vous pouvez le voir ici sur ce schéma. Et sur ce schéma, donc, nous envoyons une radiation, par exemple une radiation X. Donc, cette radiation, donc, elle va entrer en interaction avec les atomes, avec le nuage électronique des atomes, donc, qui constitue ce cristal, et puis elles sont rediffusées dans l'espace. Elles sont rediffusées dans l'espace. Donc, les rayonnements diffusés par chaque atome interfèrent entre eux. Donc, comme il y a des différences de phase, donc il y a un phénomène d'interférence. Et lorsque l'interférence entre deux atomes voisins est constructive, c'est-à-dire qu'il y a addition d'amplitude, on enregistre une intensité maximale. Lorsqu'il y a addition d'amplitude les unes sur les autres, ça fait une amplitude importante et donc on peut la mesurer et ça nous fait une intensité maximale. Enfin, on ne mesure pas l'intensité, pardon. On ne mesure pas l'amplitude, on mesure l'intensité. Et lorsque l'interférence entre deux atomes voisins est destructive, c'est-à-dire donc qu'il y a soustraction d'amplitude, là, on n'observe rien, c'est une intensité nulle, donc c'est l'obscurité. Alors, donc, ce phénomène-là d'intensité maximale, d'intensité nulle, intensité nulle, eh ben, c'est ce phénomène-là donc, qui est appelé phénomène de diffraction. Donc, on va regarder maintenant comment ça se passe. Donc, dans un cristal à une dimension, vous allez me dire, monsieur, on ne peut pas avoir un cristal à une dimension. Je vous dis tout simplement, considérez un cristal, mais regardez juste sur une dimension, ce qui se passe sur une rangée, en quelque sorte, une rangée d'atomes. Voilà, c'est tout simple. Donc, sur cette rangée d'atomes, donc, qui a, voilà, comme vous voyez ici, vous avez par exemple l'origine en haut, et puis les atomes donc, se suivent sur une rangée. Le vecteur R ici, c'est le vecteur de la rangée, c'est un vecteur UVW. Et là, on va envoyer une radiation sur cette rangée d'atomes. Alors, la radiation, elle fait ça, voilà. Alors, comme vous voyez, donc vous avez ici la radiation qui arrive avec un vecteur d'onde K0. La radiation qui traverse l'atome sans subir d'interaction, donc elle continue son chemin. Donc, c'est ce que vous voyez ici en jaune. Voilà. Et puis, la radiation qui subit une interaction cohérente avec l'atome, elle est, disons, rediffusée quelque part dans l'espace, comme ça. Donc, c'est le vecteur d'onde K. Et là, on va regarder un peu ce qui se passe. Comme vous voyez là, on peut voir que entre l'onde incidente et l'onde diffusée, il y a une différence de marge. Quand je dis une différence de marge, ça veut dire qu'ils ne font pas exactement le même chemin, la même distance. Comme vous pouvez le constater, lorsque je porte la perpendiculaire sur le vecteur K0 ici, donc là, on voit qu'il y a un retard. Donc l'atome par rapport à M, la radiation qui arrive au haut, elle est un peu en retard de cette distance-là. Et à la sortie, lorsque je porte la verticale sur le vecteur d'onde K,
Alors je vois que la même chose, j'ai ici une distance hein, qui constitue donc aussi un retard par rapport euh, à l'atome qui se trouve au point M. Donc si je additionne les deux distances, cette distance-là plus cette distance-là, ce sera donc la différence de marche entre l'onde incidente et l'onde diffusée. Hein, l'onde diffusée, bien sûr, en considérant par exemple ici comme ici deux atomes, un atome qui est disons situé à l'origine et un atome, et le premier atome en quelque sorte, M. Donc, la règle, qu'est-ce qu'elle dit? La règle de l'interférence, elle dit si les ondes sont en phase, vous voyez, si la différence de marche qui est ici OB plus OA est égale à delta, si cette différence de marche est égale à un nombre entier de longueur d'onde, hein, eh bien, on peut dire que nous avons une diffraction, donc nous avons une intensité, il y a addition d'amplitude, donc il y a une intensité maximale. Si au contraire, ils ne sont pas, si la différence de marche n'est pas un nombre entier de longueur d'onde, eh bien, on aurait des ondes qui seraient, donc, qui se soustraient en quelque sorte, des amplitudes qui se soustraient, et on aurait de l'obscurité. Donc, comme vous voyez ici, on peut écrire donc cette différence de marge qui est égale à R de UVW, c'est ce vecteur-là, hein, voilà, cosinus psi moins R cosinus phi. Euh, donc, donc là, donc la règle générale elle dit donc que les vibrations qui sont issues de O et de M doivent donner une diffraction hein, si la différence de marche est égale à un nombre entier de longueur d'onde. Alors ici, on fait une petite construction supplémentaire, on ajoute ici ce vecteur qu'on appelle ici le vecteur de diffusion. Ce vecteur de diffusion, lui, il est égal à la différence entre les deux vecteurs d'onde incident et diffusé, c'est-à-dire K moins K0. Et à ce moment-là, on dit par exemple que lorsque la différence de marge est égale à n lambda, les ondes diffusées sont en phase, donc il y a réflexion. Et n lambda égale à R de UVW fois cosinus psi moins cosinus phi. Donc ici, c'est la condition de Loé. C'est la condition de Loé. Donc si la différence de marche est égale à un nombre entier de longueur d'onde, eh ben, il y a réflexion, il y a diffraction, donc il y a intensité maximale. C'est la condition de Loé. Donc, selon cette construction géométrique, on peut écrire cette même relation, on peut l'écrire comme ça, en utilisant le produit scalaire des vecteurs. Hein, voilà, on peut écrire donc delta divisé par lambda égale à R de UVW scalaire K. Hein, ce terme-là, ce bout-là, en fait, le produit scalaire de deux vecteurs, c'est la projection de l'un sur l'autre, donc ça nous fait OB, moins R de W, scalaire K0. Scalaire K0, ça fait cette distance-là. Voilà, donc on a mis K moins K0 parce que cette distance est positive et cette distance, elle est négative, donc il faut multiplier par moins pour que ce soit positif. Donc voilà, donc il faut que ce terme doit être égal à un nombre entier. Alors, j'attire votre attention ici, s'il vous plaît. Vous voyez bien que l'unité de R de UVW, ben c'est un vecteur position, donc l'unité c'est le mètre, ce qui va chercher les atomes dans le cristal. Par contre, l'unité des vecteurs d'onde, K et K0, ce n'est pas le mètre, c'est 1 sur mètre, puisque K égale à 1 sur lambda. Alors, donc le produit scalaire de ce vecteur-là, R de UVW, facteur de K moins K0, qui est notre vecteur grand R, eh bien, il peut être considéré comme étant un vecteur réciproque. Pourquoi on peut le considérer comme étant un vecteur du réseau réciproque?
Parce que, comme vous allez le voir tout de suite sur le slide suivant, lorsque la relation de l'OE, donc voilà, donc ça c'est toujours la relation de l'OE, R de UV, W scalaire R étoile, HKL égale à N. Alors, si on prend un vecteur de base du réseau objet qui est donc ABC, A, et un vecteur de base du réseau réciproque qui est basé sur A étoile, B étoile et C étoile. Donc voilà, si je mets R scalaire R étoile, ça me fait UA plus VB plus WC, scalaire HA étoile plus KB étoile plus LC étoile, et bien ça nous fait HE plus KB plus LW, qui sont tous des entiers. Donc la somme est égale à 1, est égale à un entier. Donc, comme vous pouvez le constater, ici, finalement, la condition de l'OE, elle implique, elle dit que pour qu'il y ait donc réflexion, pour qu'il y ait une intensité maximale, pour qu'il y ait diffraction, il faut que le produit scalaire de R par R étoile, ou par R grand R, si vous voulez, R étoile maintenant est égal à grand R, hein, si on fait le produit scalaire de ce petit vecteur-là, qui est un vecteur de position, multiplié par ce vecteur-là, qui est un vecteur de diffusion, en fait, qui est aussi diffusion, il faut qu'il donne 1. Et pour qu'il puisse donner 1, il faut que ce vecteur-là, grand R, est égal à R étoile de HKR. Donc finalement, la relation de l'OE, elle s'exprimerait encore comme ça. Elle s'exprimerait comme ça. Elle nous dirait que pour qu'il y ait diffraction, pour qu'il y ait une intensité maximale, il faut que le vecteur de diffusion soit un vecteur du réseau réciproque. Il faut que le vecteur de diffusion soit un vecteur du réseau réciproque. Le vecteur de diffusion donc, est un vecteur reliant deux nœuds du réseau réciproque. Donc, pour qu'il y ait diffraction en un point repéré par un vecteur R, il faut que le vecteur de diffusion soit un vecteur du réseau réciproque. Ça veut dire donc grand R égale à R étoile. Remarquant importante, c'est très important, c'est lorsque le point considéré est un atome qui se trouve à l'intérieur de la maille cristalline. Alors, comme vous comprenez, par exemple, si vous prenez le réseau centré, vous avez un atome qui se trouve au centre. Le vecteur qui relie l'origine à cet atome-là, c'est 1,5, 1,5, 1,5, qui sont donc inférieurs à 1. Donc, x, y, z inférieur à 1. Alors, est-ce que dans ce cas-là, que dirait Loé? Eh bien, Loé, elle doit être toujours vérifiée. Hein. Donc, même si c'est un atome qui se trouve à l'intérieur de la maille, donc son vecteur de position, ce n'est plus UVW entier, H, plutôt c'est X, Y, Z, eh bien, il faut toujours hein, que R scalaire R étoile égale à N. Yani, en fait, il faut toujours que R étoile soit un vecteur du réseau réciproque. Ici, même si H, K, L ne sont pas des entiers, ben, il faut que la somme ici soit un entier. Qu'il y ait diffraction. Donc, qu'importe l'atome il est à l'intérieur de la maille ou sur les points, si vous voulez, extrémités des vecteurs de base de la maille, ça ne change rien. La relation de l'OE doit être toujours vérifiée. Maintenant, on va considérer un cristal à deux dimensions. Alors là, on va considérer un monocristal et une famille de plans HKL, d'équidistance des HKL et un faisceau donc monochromatique de rayonnement parallèle, bien sûr, qui va atteindre ces plans sous un angle θ. Alors ici, l'angle θ, c'est l'angle par rapport au plan, comme vous le voyez ici. Voilà, nous avons donc ici des plans d'atomes, donc des plans des atomes, et une radiation qui arrive comme ça. Donc voilà, vous voyez donc, toujours schématiquement celle qui continue son chemin, donc elle continue son chemin sans être déviée, et celle qui est déviée, elle est déviée d'un angle θ. Alors là, vous voyez un petit peu ici, c'est comme si les plans d'atomes jouent le rôle de miroir. Hein? C'est exactement comme le miroir. L'angle d'incidence et l'angle, disons, diffusé hein, est le même.
On peut même parler de l'onde incidente et l'onde réfléchie, hein, ce n'est pas un problème. Sauf que, bien sûr, ici, nous avons une onde qui traverse le cristal sans être déviée. Et là, on remarque que pour un angle d'incidence particulier, on observe qu'il y a une diffraction intense. Nous observons donc une amplitude maximale. Mais pas n'importe quel angle, pour des angles un peu spécifiques. Et nous allons voir maintenant qui sont ces angles-là. Alors on va voir un petit peu par un petit schéma d'interprétation. Voilà, nous avons ici représenté deux plans, donc le plan 1 et le plan 2. L'interdistance entre le plan 1 et le plan 2, c'est DHKL. Et une onde donc, qui arrive sur ce plan-là. Voilà, vous voyez, donc vous avez cette onde-là et cette onde qui viennent, qui arrivent qui touchent le plan 1 et le plan 2, en fait. Et là, bien sûr, nous avons représenté les ondes en phase. Hein, ils sont bien en phase, comme vous pouvez le constater, tout simplement parce qu'ils viennent de la même source. Mais par contre, lorsqu'ils sont diffusés, eh bien, donc la source, c'est l'atome, et l'atome, chaque atome, elle émet son spectre, son rayonnement. Alors, ce n'est pas son spectre caractéristique, mais le rayonnement diffusé. Elle émet son rayonnement diffusé, et là, donc, il y a, comme nous l'avons vu tout à l'heure, il y a une différence de marge, différence de phase. Alors, on peut voir ici, on peut essayer d'estimer cette différence de marche. On peut voir que là, nous avons un demi-longueur d'onde et à la sortie, nous avons aussi un demi-longueur d'onde. Finalement, donc, ça nous fait la somme de deux demi-longueurs d'onde. Ça fait une longueur d'onde entière. Donc, ça fait une fois lambda. Et là, donc, comme c'est une fois lambda, donc entier, on voit que effectivement, les ondes qui sont diffusées sont aussi en phase. Vous voyez, donc elles montent ensemble, elles descendent ensemble, donc elles sont en phase. Voilà donc l'interprétation de ce phénomène de diffraction. Vous voyez bien que si on modifie l'angle d'incidence, nous perdons cette caractéristique. On n'aurait plus ici une différence de marge qui est égale à une fois lambda. Et à ce moment-là, les ondes qui seront issues du plan 1 et du plan 2 ne seront plus en phase. Ne seront plus en phase. Voilà. Quelqu'un peut poser une question et dire, monsieur, est-ce que c'est un angle unique? Est-ce qu'on ne peut pas trouver d'autres angles qui permettent d'avoir de la diffraction? Je dis oui, pourquoi pas. Ça dépend de la longueur d'onde incidente. On peut, par exemple, ici, continuer à incliner en quelque sorte le faisceau incident par rapport à ces plans et on peut se trouver dans la situation où nous avons une différence de marge qui est égale à deux fois lambda, une fois lambda par là et une fois lambda, donc au total deux fois lambda. Donc on peut avoir cette situation. Donc ça nous fait la diffraction de deuxième ordre. Donc on a une diffraction du premier ordre et on aura une diffraction de second ordre, toujours par la même famille de plans, hein, ce plan-là. Est-ce qu'on peut avoir une troisième, une quatrième et une cinquième? Bon, je dis, ça dépend de la radiation incidente, ça dépend donc de la longueur d'onde, tout simplement. Maintenant, on va essayer d'exprimer la différence de marche par une construction encore géométrique. Vous voyez ici, donc ça c'est l'angle d'incidence θ qui est le même que celui diffusé. Et on le voit aussi lorsque je fais la projection sur l'onde ici K0. Hein, je vois que ça forme le même plan, le même angle ici. Donc, que là d'ailleurs, c'est le même angle ici, voilà, symétrie. Donc, on écrira que delta égale à OH' plus OH. Ça nous fait ces deux distances, cette distance plus cette distance. Et puis, or, cette distance-là, c'est OB fois sinus θ. Hein? OB c'est DHKL. Hein? OB, c'est DHKL. Donc, c'est OB fois sinus θ. Donc, comme il y en a deux, donc ça nous fait 2 fois OB sinus θ. Ou bien, tout simplement, 2 fois D, donc cette distance-là, fois sinus θ. Lorsque delta
est égal à n lambda, hein, si delta est égal à n lambda, donc ça veut dire que OH plus OH' est égal à n fois lambda, on dit qu'il y a interférence constructive, il y a diffraction. Cette fameuse relation-là que vous voyez, n lambda égale à 2D HKL sinus θ, que nous venons de démontrer assez simplement, c'est la relation de Bragg. C'est la relation de Bragg. Donc la relation de Bragg, c'est elle qui vous dit où sont les angles qui sont susceptibles de donner lieu à une diffraction. Quels sont les angles qui sont susceptibles de donner lieu à une diffraction? J'explique encore un peu mieux. Bon, supposez que nous avons une radiation de longueur d'onde lambda connue, hein, parce que c'est la radiation qui serait donnée par le tube de rayon X, par exemple. Le DHKL, c'est l'interdistance DHKL de notre échantillon, donc elle est fixée par l'échantillon. Hein. Donc ce sont deux valeurs qui sont fixes, lambda et D. Eh bien, on peut, par un petit calcul, trouver θ, lorsque n égale à 1. On peut trouver θ2, lorsque n égale à 2. Et puis peut-être θ3, ça dépend. Donc ça dépendra de la longueur d'onde incidente. Donc on peut avoir une diffraction de premier ordre pour n égale à 1, une diffraction du second ordre n égale à 2, etc. Et à chaque fois, bien sûr, θ va changer et il est discret. Hein, donc dans la théorie géométrique, l'angle de Bragg, il est discret, il est précis, il ne va pas changer. Voilà. Donc n, rappelez-vous bien cela, parce que souvent les gens l'oublient, n représente l'ordre de diffraction pour une famille de plans HKL. L'ordre de diffraction pour une famille de plans HKL. Maintenant, on va considérer le volume diffracté, c'est-à-dire la condition de Ewald. Alors là, reprenons un peu la condition de Bragg. D'après la relation de Bragg, nous avons n lambda divisé par 2D est inférieur à 1. Pourquoi? Tout simplement parce que sinus θ est toujours inférieur à 1. Donc lorsque je prends un minimum, donc la réflexion d'ordre 1, donc si minimum n égale à 1, eh bien, il faut que lambda soit inférieur à 2D. Il faut que lambda soit inférieur à 2D. C'est la condition de Ewald. C'est la condition de Ewald. Cette condition de Ewald, on peut lui donner un autre sens en raisonnant dans l'espace réciproque. Alors lorsque je raisonne dans l'espace réciproque, cette relation-là, je l'exprime un peu aussi comme ça. Tout simplement, lambda c'est 1 sur k, et d, comme on l'a vu déjà au premier semestre, égale à 1 sur r étoile HKR. Voilà, donc cette relation, c'est exactement la même chose que cette relation-là, sauf que ici, K, c'est l'inverse des distances, et R étoile, c'est l'inverse des distances, alors que là, c'est des distances. Donc là, nous sommes en train de raisonner dans l'espace objet, et là, nous sommes en train de raisonner dans l'espace réciproque. Alors, si nous prenons une sphère de rayon 2K0, comme vous le voyez ici, c'est la sphère bleue, on peut aussi dessiner une sphère jaune qui aura un rayon R, rayon égal à K0, et on met l'ensemble dans le réseau réciproque. Donc imaginez que ces nœuds-là, ce que vous voyez, c'est un réseau réciproque d'un réseau quelconque. Alors, vous voyez le vecteur d'onde incident K0, il est là, hein, c'est ce qui est en rouge. À son extrémité, on place l'origine du réseau réciproque. Si vous voulez, l'échantillon, lui, on le place quelque part ici, hein, à l'intérieur, au centre de la sphère jaune. Alors, la sphère bleue, qu'est-ce qu'elle va? Elle va délimiter, elle va contenir un certain nombre de nœuds. Et bien, tous ces nœuds-là, qui se trouvent à l'intérieur de cette sphère bleue, hein, ce sont des nœuds qui sont susceptibles de donner lieu à une diffraction. Tous ces nœuds-là réciproques sont susceptibles de donner lieu à une diffraction. Et la condition de Ewald, elle dit que pour qu'un nœud diffracte,
il faut qu'il se place sur la sphère jaune. Cette sphère jaune est appelée sphère Ewald. Cette sphère jaune est appelée sphère Ewald. Et en regardant un peu ici, on peut voir par exemple que ce nœud-là est positionné exactement sur la sphère Ewald. Donc ce nœud-là peut dire qu'il est en position de diffraction. Il est en position de diffraction. Et il est en position de diffraction. On peut vérifier très simplement qu'il vérifie la condition de Loé et il vérifie aussi la condition de Bragg. Alors, la condition de Loé, elle nous dit que le vecteur de diffusion doit être un vecteur du réseau réciproque. Il faut qu'il relie deux nœuds du réseau réciproque. En effet, c'est vrai, ça c'est le vecteur donc, de diffusion, de vecteur K0. Le vecteur d'onde K, il viendrait ici, comme ça. Hein, il vient comme ça. Et le vecteur de diffusion, donc, il bien, relie bien deux nœuds du réseau réciproque. Hein, et donc, il viendrait comme ça, jusque-là, il relie bien deux nœuds du réseau réciproque. Donc, on voit bien que, et puis en mesurant l'angle ici, l'angle entre l'angle incidente et l'onde diffusée, on trouve 2θ, et elle vérifie aussi la relation de Bragg. Alors, vous allez me dire, monsieur, bon, et les autres, comment on fait? Eh bien, c'est simple. Si nous avons notre échantillon ici, si notre échantillon est là, imaginez par exemple que je puisse tourner mon échantillon vis-à-vis du faisceau incident, je le tourne hein, comme ça. Lorsque je tourne mon échantillon par rapport au faisceau incident, automatiquement le réseau réciproque est lié au réseau direct, il tourne aussi, et ainsi donc on est capable de ramener tous ces nœuds-là qui se trouvent à l'intérieur de la sphère bleue, hein, la sphère de résolution, on peut les ramener en position de Bragg, c'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple ce nœud-là, il tourne, il va venir se placer ici quelque part. Et donc il va diffracter. Ce nœud-là qui est là, hein, il va venir ici, et ainsi de suite. Donc tous les nœuds qui se trouvent là-dedans, ils vont donner lieu à une diffraction. Voilà schématiquement, par exemple, ce nœud-là. Donc un nœud HKL étoile est en position de Bragg lorsqu'il est positionné sur une sphère de rayon K0 qui est dite sphère Ewald. Les nœuds susceptibles de se placer sur la sphère Ewald se trouvent à l'intérieur d'une sphère de rayon 2K0. 2K0. C'est la sphère de résolution. Donc en résumé, on dira que sous une radiation donnée du rayonnement incident, il y a diffraction lorsque le vecteur d'onde, le vecteur de diffusion touche deux nœuds de l'espace réciproque. En l'occurrence, grand R est égal à R étoile. C'est la condition de Loé. Il y a diffraction lorsque l'angle d'incidence vérifie la relation de Bragg. N lambda égale à 2D sinus θ. C'est la condition de Bragg. Hein, voilà, tout simplement. Ensuite, on dit qu'il y a diffraction de nème ordre par la famille de plans HKL lorsque le nème nœud HKL étoile est positionné sur la sphère Ewald de rayon K0. Et enfin, le volume réciproque du cristal susceptible de donner lieu à une diffraction doit se trouver impérativement à l'intérieur d'une sphère dite sphère de résolution dont le rayon est égal à 2K0. Vous permettez que je revienne sur le slide précédent pour expliquer un peu mieux cette conclusion. Pardon. Considérons cette rangée de nœuds. Considérons cette rangée de nœuds réciproques. Hein. C'est une rangée de nœuds réciproques. Voilà, vous voyez ici, c'est tout ça. Si je mets l'origine 0 ici, on peut penser par exemple que ça c'est A étoile et ça c'est B étoile. Donc ça c'est 0, 1, 0 étoile, 0, 2, 0 étoile, 0, 3, 0 étoile. Alors le 0, 4, 0 étoile, lui, il est extérieur à la sphère de résolution, donc il ne donne pas lieu à une diffraction. Alors, on a vu en cristallographie, donc le premier semestre, que cette rangée réciproque, elle correspond à une famille de plans
à une famille de plans HKL. Étant donné que les nœuds de cet rangé réciproque sont du type 0, 1, 0, eh bien, on dira que tous ces nœuds-là représentent une famille de plans HKL 0, 1, 0. Donc, finalement, lorsque le premier nœud se met sur la sphère Ewald, on dit que nous avons la diffraction du premier ordre de la famille de plans 0, 1, 0. Lorsque le deuxième nœud ici vient se placer sur la sphère Ewald, donc nous avons un autre angle de Bragg et on dira que c'est la réflexion du deuxième ordre de la famille de plans 0, 1, 0. Lorsque le nœud 0, 3, 0 étoile se place sur la sphère Ewald, on dira que c'est la diffraction du troisième ordre de la famille de plans 0, 1, 0. Voilà. Donc, on peut voir ici, on peut lire ici que nous pouvons avoir sur cette rangée-là, hein, nous pouvons avoir une diffraction du premier ordre, deuxième ordre et troisième ordre. Par contre, si je prends cette rangée de nœuds là, dans l'espace réciproque, je peux avoir la diffraction du premier ordre, la diffraction du second ordre, je ne peux pas avoir la diffraction du troisième ordre. Voilà. Bien, voilà donc je vais m'arrêter ici et nous continuerons la prochaine fois. Merci de votre attention.